Bonjour. Je vous souhaite encore la bienvenue à la faculté de droit de Bucarest. Nous allons commencer ce premier panel dans lequel les outils de lutte contre la fraude financière au sein des entreprises seront présentés, combinant l'expérience européenne, française et tunisienne. Nous allons faire toutes les présentations et à la fin, nous prenons des questions de vous, des participants. Je peux seulement espérer que ces jalons qui seront présentés aujourd'hui peuvent être importants pour les efforts similaires des institutions roumaines. Donc, nous commençons avec M. Guillaume Valette-Valla, qui est le directeur de Tracfin, qui nous va présenter cette institution importante, ses missions et les actions menées. Merci, je vous donne la parole. Merci beaucoup, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais essayer de parler lentement pour la traduction parce que je parle généralement avec un débit assez rapide et comme ma maîtrise du roumain est assez faible, je pense que la traduction est un petit peu utile. Merci beaucoup pour votre invitation à la Fondation, à Thomas Denfert qui a suggéré, je pense, notre invitation. Je salue l'ambassadrice aussi qui nous a quitté il y a quelques instants et monsieur le ministre qui a ouvert les travaux. Je suis très heureux d'être là, très heureux de représenter Tracfin. Tracfin qui a un partenaire, un homologue, je vais vous le dire dans quelques instants ici, auquel je vais rendre visite dans quelques instants. Tracfin, contribution à la détection, à la prévention, à la répression des fraudes, qui est un petit peu l'objet de votre séminaire, de votre rencontre aujourd'hui et demain. Si la petite pipette fonctionne, je vais évidemment, c'est le moment où ça ne marche pas. Voilà, ça y est, ça fonctionne. Cette présentation, elle vise à vous, comme Madame la professeure Guerguina l'a indiqué, vise à vous présenter le service Tracfin. Mais pour recadrer le sujet, pour le replacer dans l'objet de votre échange aujourd'hui, la fraude. Fraude, une notion difficile à définir et évaluer, c'est déjà un premier sujet, puisque la notion de fraude, Monsieur le ministre de la Justice, en ouvrant vos travaux tout à l'heure, a fait référence, pour nous les juristes de droit continental, à une notion, une vieille jurisprudence de la Cour de cassation du 19e siècle, qui a illustré l'adage latin « Fraus omnia corrumpit ». C'était à l'époque une princesse qui voulait divorcer en France, mais le divorce n'était pas ouvert et possible pour les femmes, et donc s'était fait à obtenir la nationalité allemande pour pouvoir divorcer. La Cour de cassation a dit que c'était une fraude à la loi, un vieux sujet de droit international privé. Peut-être qu'il y a des juristes qui se souviennent de cette jurisprudence. Donc il y a dans la notion de fraude une dimension morale, de réprobation morale, qui est évidemment pas l'objet de l'office de Tracfin, mais qui est toujours en fond d'écran, une tâche en fond d'écran des sujets qu'on évoque. Donc cette notion elle est difficile à définir, elle est présente dans tout un tas de domaines et de branches du droit, notamment les branches du droit que connaît Tracfin en matière fiscale, en matière sociale, en matière pénale. Mais c'est pour l'État, et dont Tracfin est un des démembrements, une des unités, si je puis dire, au sens du droit français. C'est quelque chose, c'est une notion qui est difficile, un phénomène qui est difficile également à évaluer pour l'État. En France, il y a eu de nombreux travaux qui sont encore en cours pour évaluer la fraude aux finances publiques, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit sociale. C'est des travaux qui sont conduits au ministère de l'économie et des finances, qui sont conduits à la Cour des comptes, mais qui est absolument nécessaire parce que lutter contre un phénomène qu'on n'est pas capable de définir, qu'on n'est pas capable d'évaluer, c'est quand même une tâche extrêmement ardue. La fraude, c'est aussi un phénomène qui intéresse le secteur public et le secteur privé. Comme l'a dit le ministre tout à l'heure, évoquant dans son propos la corruption dans le domaine public, évoquant également la corruption du secteur privé, c'est quelque chose qui est évidemment très important pour l'État, puisque c'est un manque à gagner de taxes qui ne sont pas collectées, de cotisations qui ne sont pas prélevées, mais c'est évidemment très important pour le secteur privé parce que ça manifeste une distorsion des pratiques concurrentielles. Ça bénéficie à certains, ça constitue des rentes, et donc c'est également très important pour le secteur privé que la lutte contre les fraudes soit à un niveau satisfaisant pour que l'environnement soit, désolé de l'anglicisme, business friendly. Un peu dans le sens de ce que Madame l'ambassadrice a rappelé tout à l'heure également. La lutte contre la fraude, enfin,
c'est pour l'État, pour Tracfin particulièrement, la nécessité de s'adapter aux évolutions des comportements fraudogènes qui ne sont pas fixés pour l'éternité. Hein. Les fraudeurs ne sont pas les mêmes qu'au début du XIXe siècle, ne sont pas les mêmes même qu'au début du XXe siècle. Il faut s'adapter aux ruptures technologiques. J'évoquerai là juste un instant l'émergence, le développement des cryptoactifs et notamment des crypto-monnaies qui effectivement marquent une rupture technologique absolument massive dans la lutte contre les fraudes et notamment la lutte contre le blanchiment des fraudes qui est l'office de Tracfin. Tracfin, à cet égard, a un objectif double concernant la fraude, la prévenir et contribuer à sa répression. Cette dimension, sur la slide suivante, la double identité de Tracfin, elle s'illustre par le fait que Tracfin, qu'est-ce que c'est? Tracfin, c'est un service de l'État français qui est au ministère de l'économie et des finances, qui a été créé il y a plus de 30 ans à l'occasion des accords du GAFI, de l'accord du GAFI qu'a rappelé tout à l'heure le président d'Enfer. C'est donc l'une des plus vieilles cellules de renseignement financier du monde avec les américaines. C'est l'une de celles qui a traditionnellement, et la représentante de la Commission européenne qui intervient après moi pourra vous dire son avis, son évaluation, mais qui est souvent considérée comme celle qui donne un peu, qui contribue à donner un peu le ton sur les pratiques, sur les typologies de fraude, sur l'évolution du cadre normatif qu'il faut adopter et adapter pour ce faire. C'est une cellule de renseignement financier depuis 1990. Elle connaît des déclarations de soupçons que je vais vous présenter ensuite. Son champ de compétences dans la lutte contre les fraudes s'est étendu. Le législateur pense souvent à nous pour ajouter des compétences sans forcément y ajouter des moyens. Je lance ici un message à travers les ondes à nos autorités politiques, puisque en 2001, évidemment, la question de la lutte contre le terrorisme, on est après les attentats du 11 septembre, sont venus nous ajouter des compétences nouvelles pour lutter et contribuer à la lutte contre le financement du terrorisme. Et puis, au mi-temps des années 2000, la lutte contre les fraudes fiscales et sociales est devenue un enjeu majeur, le tout dans un environnement qui, effectivement, au milieu des années 2000, et depuis lors, chaque année, fait que des nouveaux papers, des nouveaux leaks attirent l'attention de l'opinion publique, des opinions publiques à travers notamment les pays de l'Union européenne et de la Méditerranée, sur ces détournements et ces fraudes qui, effectivement, incitent les autorités publiques et politiques à agir. Ça, c'est le premier métier, la première jambe, la cellule de renseignement financier. La seconde, plus récente, qui date de 2008, comme vous voyez sur cette slide, c'est l'intégration de la communauté de renseignement. C'est quelque chose de très particulier. Il y a 167 cellules de renseignement financier à travers le monde, 167 Tracfin à travers le monde. Dans quelques heures, je vais rencontrer mon homologue ici à Bucarest. En revanche, il y en a très peu qui sont aussi des services de renseignement. Ça n'est pas le cas de la cellule de renseignement, notre homologue ici en Roumanie. C'est le cas d'autres, très peu. C'est le cas par exemple de l'australienne, qui également fait partie des services de renseignement. En ce qui concerne la France, cela veut dire que hebdomadairement, nous avons des échanges, j'en avais encore hier, avec les autres directions du renseignement, la direction générale qui s'occupe de la sécurité intérieure ou la DGSE par exemple, pour citer les deux plus grandes et plus historiques services de renseignement avec lesquels nous contribuons à l'action et à la protection des intérêts fondamentaux de la nation, ce qui a un lien indirect avec le sujet, puisque parmi les intérêts fondamentaux de la nation que les législateurs a prévus dans la loi, dans le Code de sécurité intérieure, figure la prévention de la criminalité organisée. Or, lorsque la fraude a un certain degré de complexité, un certain degré d'organisation, un caractère transnational, la loi autorise Tracfin particulièrement à utiliser certaines prérogatives qui lui permettent d'enquêter pour prévenir ces atteintes à l'ordre public financier. Sur la slide suivante, voilà, cela illustre le fait que ce que je viens de dire, cette double identité avec ce double corpus qui fait que nous sommes à la fois soumis au Code monétaire et financier et à la fois soumis à un autre organe juridique, un autre corpus juridique, le Code de sécurité intérieure. Sur la slide suivante, désolé, j'aimerais le faire avec ça, ce serait plus simple. 3 missions prioritaires, 3 départements d'enquête. Là, je vous présente de façon assez rapide, avant de développer plus à fond la question de la fraude, le fait que nous sommes organisés en 3 départements d'enquête pour servir ces intérêts. Le département qui contribue à la lutte contre le terrorisme et pour le renseignement sur différentes missions, je ne l'évoque pas parce que c'est un peu périphérique par rapport à notre sujet. Le département historique qui fait la lutte contre la criminalité économique financière, le blanchiment de différentes infractions,
qui sont du blanchiment par certains vecteurs, par le jeu, par le recours à l'échange ou à la commercialisation d'œuvres d'art, par exemple, d'autres types de vecteurs, ou le blanchiment de délits de corruption d'agents publics étrangers, d'agents publics sur le territoire national. Ça, c'est effectivement l'office de ce département ECOFI. Et puis enfin et surtout le département lutte contre les fraudes, qui a été créé l'année dernière, en 2011, qui connaît des atteintes aux fraudes aux finances publiques, qu'elles soient fiscales ou sociales, qui nous met en connexion à partir des informations qui nous sont collectées avec les autres administrations de Bercy, puisqu'effectivement, c'est une des particularités de Tracfin, d'être au carrefour du dispositif français contre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, que d'être en interaction avec différents clients, puisque la particularité de Tracfin, sur cette slide sur laquelle je vais m'étendre un petit peu et qui est un petit peu peut-être difficile pour vous à lire, c'est que Tracfin est au cœur de ce système. Nous recevons et nous collectons des déclarations de soupçons que nous analysons, que nous enrichissons. Je vais y revenir dans la slide suivante. Et nous avons deux grandes dimensions, deux volets de notre activité qui font écho au sujet, je crois, de cette conférence, dans un volet préventif et dans un volet répressif. Sur le volet préventif, cela illustre la diversité et la qualité du panel qui est aujourd'hui rassemblé par la Fondation pour le droit continental, puisque deux grands types de professions sont soumis, depuis des décennies souvent, à ces obligations de déclaration à notre service. Les professionnels financiers, je ne les évoque pas parce qu'ils ne sont pas ici présents, mais surtout les professionnels du droit, les avocats, les notaires, les greffiers des tribunaux de commerce les plus récemment, qui sont soumis à différentes autorités de contrôle, différents organismes de régulation interne, qui font en sorte, qui contribuent par cette pression réglementaire que les déclarations de soupçon illustrent, par les contrôles que nous exerçons ex post, à l'aspect préventif de notre mission, mais qui effectivement est corrélée et concordante avec notre dimension, notre volet répressif, qui font qu'un certain nombre d'autorités compétentes, et vous les voyez ici en rouge sur la partie droite de cette slide, font que nous produisons des analyses, que nous délivrons des enquêtes à destination de l'autorité judiciaire, à destination des administrations fiscales ou sociales, ou également de nos autres homologues à travers l'Europe ou à travers le monde. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Ici, sur cette timeline, encore un mauvais français, cela illustre, cela fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure et la bénévolence du législateur pour ajouter des nouvelles catégories de déclarants à Tracfin. Cela illustre aussi la maturité progressive et continue du dispositif LCB-FT à la française, puisque vous voyez, depuis les origines 1990, on est 2 ans après le krach boursier de 1988, on est à la fin des années 80, tout ce qui interpelle les opinions publiques en France, en Italie ou aux États-Unis, avec l'action de la mafia, les attentats qui sont commis. Donc c'est cela qui motive le GAFI, la création du GAFI. Et donc c'est la raison pour laquelle, dès 1990, les établissements bancaires sont dans le champ. Et puis vous voyez en 30 ans d'autres professions, des professions qui peuvent paraître parfois un peu anecdotiques, les agents sportifs, mais également en 2019 les PSAN au sens du droit français, c'est-à-dire les nouveaux acteurs de cette rupture technologique que sont les cryptoactifs en France et leur commerce, jusqu'en 2020 avec de très bons et très efficaces nouveaux déclarants, les greffiers des tribunaux de commerce et les CARPA pour les avocats en 2020. Comment nous travaillons? Nous collectons ces données, nous les analysons et nous les transmettons, un peu dans le sens de ce que je vous ai dit. Nous recevons des déclarations de soupçons, je vais vous en donner les chiffres dans un instant. Nous recevons également des informations de soupçons, ça c'est les informations que nous recevons des autres administrations, des autres services de l'État. Nous recevons également énormément des millions d'informations qui nous viennent du secteur bancaire, que nous appelons les COSI, les communications systématiques d'information. Et puis nous obtenons également des informations par cet échange opérationnel très ancien, très efficace, peut-être parfois plus efficace que d'autres mécanismes d'entraide au plan européen ou international, plus ancien que l'entraide fiscale et l'échange automatique de données, qui n'a commencé véritablement de façon opérationnelle qu'à partir de 2017-2018. Eh bien nous les CRF, nous échangeons quotidiennement des milliers d'informations au plan international pour asseoir notre mission et notre coopération de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Quand nous
recevons ces informations, c'est la particularité notamment française, un petit peu continentale d'ailleurs, on pourrait le souligner, on pourrait d'ailleurs, j'y pense maintenant Anne-Charlotte, vous passer quelques éléments pour illustrer qu'il y a un modèle continental TRACFIN, un modèle des CRF, qui nous distingue des anglo-saxons, notamment du puissant FinCEN qui est lié au Trésor américain. Nous ne nous contentons pas de recevoir de l'information que nous redistribuons, mais nous la traitons, nous la hiérarchisons, nous la priorisons, nous exerçons des droits de communication, c'est-à-dire au plan juridique. Nous pouvons aller requêter d'autres entités, notamment publiques, pour vérifier ce que l'on nous déclare, l'enrichir. Nous avons accès à des bases de données, nous pouvons mettre en place certaines mesures d'enquête, et à la suite de quoi, lorsque nous considérons qu'un soupçon d'une infraction pénale est bien présent, fiscal, je l'ai évoqué, trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains, eh bien nous transmettons aux différentes autorités qui sont en bleu sur cette slide. Ce mécanisme, il illustre parfaitement aussi un des points qu'Anne-Charlotte Gros a évoqué comme Thomas d'Enfer dans leurs propos liminaires, parce qu'au fond, TRACFIN, c'est une administration de l'État, mais c'est une administration de l'État qui, de façon très précoce, depuis 30 ans, illustre le PPP, illustre le partenariat public-privé dans la mesure où, à la différence d'autres administrations, ne pas nous déclarer n'est pas punissable. Alors, peut-être pas encore, cher maître qui est dans la salle, il n'y a pas d'obligation pénale de non-déclaration au directeur de TRACFIN d'un soupçon de blanchiment, de corruption, par exemple. Mais tout ceci se fonde sur la confiance et l'intérêt partagé, la contribution des professionnels du droit, notamment lorsqu'ils sont officiers ministériels, à l'assainissement des circuits financiers, à la lutte contre les circuits de financement illicites. C'est parce qu'il y a ce mécanisme de confiance entre le professionnel déclarant qui sait qu'à aucun moment TRACFIN ne pourra révéler l'identité de celui qui nous a déclaré. À aucun moment, une déclaration de soupçon n'est transmise, pas même à un autre service de renseignement, pas même à une autre entité publique, pas à la justice, à aucun moment. C'est sur cette base de ce contrat de confiance que, au fil des années, depuis 30 ans, eh bien, TRACFIN a trouvé sa place d'abord au sein des professionnels du chiffre et puis, depuis quelques années, au sein des professionnels du droit. C'est un élément qui illustre, je pense, ce partenariat public-privé. Quelques chiffres ici pour illustrer notre activité, ce sont les chiffres 2020. Dans un mois, nous rendrons public nos chiffres 2021. 2020, vous voyez un peu plus de 110 000 déclarations à TRACFIN, on en sera à 160 000. Donc cela illustre l'énormité d'informations, de data que nous collectons, l'énorme challenge opérationnel que cela représente pour nous. L'importante aussi contribution que nous avons sur certains montants, vous voyez les montants chiffrés, les enjeux chiffrés, plus de 700 millions d'euros d'enjeux financiers transmis à l'autorité judiciaire, à peu près de façon équivalente aux administrations fiscales, donc vous voyez pour plusieurs centaines de millions d'euros, plus d'1 milliard d'euros de contribution d'un service qui, pour le contribuable, ne coûte que 16 millions d'euros, je le rappelle souvent quand je formule des demandes budgétaires. J'en termine par un petit salut amical, sans vouloir être désobligeant vis-à-vis des autres professionnels du droit ici présents, mais puisque je suis invité ici, j'ai le plaisir de me rendre à Bucarest à l'invitation du président d'Enfer notamment et de la Fondation pour le droit continental, peut-être quelques mots des GTC, des greffiers des tribunaux de commerce, de leur rôle de vigie économique et de la qualité de leur introduction dans ce dispositif de façon très récente. Les GTC ont un rôle de vigie, le président d'Enfer l'a rappelé. Ce qui est très important pour nous et pour tous les acteurs, judiciaires notamment, c'est la fiabilité de leur KYC, c'est la transparence des informations dont ils délivrent et c'est leur contribution à des registres, à des outils pour lutter contre les fraudes, le registre de commerce et des sociétés, le fichier national des interdits gérés et également le RBE, le registre des bénéficiaires effectifs que Thomas d'Enfer a évoqué tout à l'heure. Tout ceci fait que depuis que les GTC sont dans le système LCBFT, ils nous transmettent des déclarations de soupçons qui nous permettent, comme dans le cas typologique qui est affiché à l'écran, d'opérer des enquêtes et des contrôles, d'opérer des entraves fiscales ou judiciaires contre des fraudeurs patentés. Et c'est le cas qui est illustré ici par une escroquerie à la TVA en bande organisée. Et c'est grâce aux déclarations de soupçons des GTC qui ont repéré une usurpation d'identité avec des sociétés fictives en cascade qui se créent pour bénéficier du remboursement de TVA qu'une entrave efficace a pu être donnée. Cette profession assujettie donc que depuis 2020, cela fonctionne très bien parce que la profession s'est à haut niveau mobilisée pour prendre en compte ce nouveau risque qui la concernait, avec des interlocuteurs privilégiés des deux côtés, du côté de l'administration TRACFIN, du côté du CNGTC, avec une réactivité, avec la capacité
comme peut-être pour aucune autre profession du droit, d'échanger sur les nouveaux typologies de fraude. On a pu être assez réactif sur les fraudes documentaires, notamment lorsque, pendant la période Covid, eh bien, la France a distribué un certain nombre d'aides pour pallier les difficultés de la crise économique qui poignait. Et donc, cette fraude documentaire, ces risques avérés, ont pu être traités de façon efficace grâce à la coopération opérationnelle. Et j'en termine juste pour montrer l'illustration de ce que ce nouveau déclarant est déjà le deuxième sous le contrôle de Magali Robert, qui est la chef du département des affaires institutionnelles et internationales, qui est avec nous aujourd'hui. Je crois le deuxième des professionnels du droit, le deuxième catégorie des professionnels du droit les plus déclarantes, juste après les notaires, je crois, ce qui vraiment est assez remarquable au regard de la faiblesse numérique même des greffiers des tribunaux de commerce, avec, vous le voyez, plus d'1 millier de déclarations de soupçons transmises au service pour 2021, avec donc une augmentation de 52% en une année, ce qui est absolument remarquable. Et c'est, je crois, l'illustration de ce qu'un bon partenariat public-privé peut délivrer dans l'intérêt des valeurs sociales que nous défendons, des résultats efficaces et utiles pour tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Valet-Vala, pour cette présentation d'un mécanisme assez compliqué. Je donne la parole à Madame Constance Desonnette, gestionnaire de politique, experte nationale détachée au sein de l'unité criminalité financière de la Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'Union des marchés de capitaux auprès de la Commission européenne, qui nous présentera les actions européennes en matière de transparence financière. Madame Desonnette, vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci Madame Guerguina. Alors, en effet, je travaille à la Commission européenne, donc au sein de l'unité criminalité financière. Je pense que d'autres personnes dans d'autres unités auraient pu parler aussi de transparence financière et d'éthique. Mais le blanchiment d'argent, enfin, quand on travaille sur ce sujet, évidemment, l'un des meilleurs moyens pour lutter, pour faire obstacle au blanchiment d'argent, c'est des outils de transparence. Quand on reprend la définition du blanchiment d'argent, c'est l'idée... Le blanchiment d'argent, c'est le fait que quelqu'un, un acteur de l'économie, va venir essayer de réintroduire des fonds de provenance illicite dans l'économie réelle, donc dans des investissements légaux. Aujourd'hui, donc, pour que cette action donc, interdite puisse avoir lieu, ce dont ils ont besoin, c'est d'opacité, de dissimulation et donc de cachette. Donc la meilleure façon de lutter contre ça, c'est de mettre des outils de transparence financière. Donc aujourd'hui, il est évident que pour l'Union européenne, la Commission européenne, la transparence financière est une priorité. Et la lutte contre le blanchiment, donc de façon connexe, l'est aussi. Europol estime que 1% du produit intérieur brut annuel de l'UE est impliqué dans une activité illégale. Donc, et ça se concrétise aujourd'hui de façon très forte. Il y a un grand moment de la lutte contre le blanchiment en Europe. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a eu déjà 5 directives sur la lutte, pour réprimer la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc la première est de 91, 2001, 2005, 2015 et la dernière de 2018. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir un nouveau moment de la lutte contre le blanchiment d'argent au niveau européen avec un paquet législatif qui a été présenté donc, par la Commission européenne en juillet 2021. Pourquoi il y a eu ce nouveau moment en Europe sur ce sujet ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de scandales, comme beaucoup le savent, de blanchiment d'argent dans les institutions financières et dans plusieurs pays. On a tous en tête le scandale Danske Bank, où on estime qu'il y a 200 milliards de flux financiers suspects qui ont été transités par la filiale estonienne de la banque danoise. Et il y en a eu d'autres, il y a les cas ABVL Bank, Pilatus Bank. Et pour toutes ces raisons, face à tous ces scandales financiers au sein de l'Union européenne, il a été décidé qu'il fallait réagir. Et donc, il y a eu un plan d'action qui a été mis en place. Et l'idée a été il faut réagir sur 2 axes. À la fois un axe normatif, refondre notre réglementation européenne et la rendre plus efficace et peut-être applicable plus rapidement. Et un autre axe qui est la réforme institutionnelle. Aujourd'hui, il y a une volonté des États membres que la supervision soit au niveau européen pour les entités les plus risquées. Et c'est ce qui va être mis en place, ce qui a été proposé, donc de créer cette autorité européenne du blanchiment d'argent qui devrait voir le jour, on estime, en 2024 et pour la supervision en 2026. Mais cette autorité, en plus, elle n'aura pas qu'un seul rôle de supervision, elle va avoir une casquette supervision et une casquette de support, de coordination pour les cellules de renseignement financier, car l'un des sujets qui a aussi été constaté dans ce qu'on appelle le post-mortem de la Commission européenne, c'est qu'aujourd'hui, à la fois les règles n'étaient pas appliquées de la même façon dans les États membres, puisqu'il s'agissait d'une directive, donc avec une marge de transposition qui pouvait donc conduire à des divergences, mais également que les cellules de renseignement financier n'avaient pas toutes
accès de la même façon aux mêmes informations et que la coopération entre elles au sein de l'Union européenne n'était pas toujours idéale. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de renforcer donc, cette coopération au niveau des cellules de renseignement financier et de créer cette nouvelle autorité. Donc le paquet législatif que nous avons proposé en juillet 2021 se compose de 4 textes, 3 règlements d'application directe et une directive. L'autorité passe par donc, sa structuration et dans un règlement. Il y a 3 autres textes du coup, qui sont normatifs et dont évidemment la transparence financière est une pièce maîtresse, est un sujet qui est évidemment traité dans ces 3 textes. Donc dans ces 3 textes, il y a premièrement le règlement transfert de fonds qui est refondu. Le règlement transfert de fonds, c'est un règlement de 2015 et qui impose à tous les prestataires de transfert de fonds d'aller identifier et de donner des informations sur celui qui est à l'origine d'un virement et celui qui va le réceptionner. Aujourd'hui, comme l'a dit M. Valet-Valla, les cryptoactifs sont considérés comme porteurs de risques et doivent être donc assujettis aux mêmes règles que des fonds. Et donc ça, c'est une des premières réformes de l'Union européenne qui est portée par l'Union européenne. Alors là, je parle beaucoup de l'Union européenne, mais il faut quand même bien avoir en tête, comme l'a dit le président Denfer, que c'est souvent impulsé par des normes internationales, notamment le GAFI. Et toutes ces normes-là, notamment sur les cryptoactifs, vient également d'une refonte de la recommandation 15 et 16 du GAFI sur ces sujets en 2019. Donc souvent, voilà, on a vraiment le réceptacle d'impulsion internationale. Donc il y a cette première réforme refonte du règlement transfert de fonds, donc qui va accroître la traçabilité. Donc qui dit traçabilité dit accroissement de la transparence également. Et les 2 autres textes, c'est donc un règlement et une directive. Donc comme je vous ai dit, on avait 5 directives, et donc un des problèmes était justement l'instrument juridique, la directive, qui laissait donc une marge de transposition. Aujourd'hui, les dispositions de la directive vont être réparties dans 2 nouveaux textes, un règlement et une directive. Et quelle est la clé de répartition? C'est que pour les entités assujetties, donc les destinataires des normes donc du secteur privé, vont avoir des dispositions qui sont dans le règlement, donc d'application directe. Donc il n'y aura pas de différence entre une entité assujettie en Roumanie ou une entité assujettie en France et devront appliquer les mêmes règles. Les dispositions qui vont être contenues dans la 6e directive, qu'on appellera comme ça, c'est des dispositions qui sont à destination des États membres. Donc ça va toucher tout ce qui va être l'organisation de leur système de supervision, donc à la fois la supervision et aussi des cellules de renseignement financier. Donc c'est ça la clé de répartition. Donc là, c'était une grande présentation du nouveau paquet pour vous donner l'idée qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question qui compte énormément dans l'Union européenne et on est en pleine phase de négociation. Donc ce dont je vais vous parler là ensuite, il faut bien donc avoir en tête que je vais vous présenter notamment une disposition la plus peut-être représentative de ce qu'est comment lutter, comment accroître la transparence financière par un outil. Mais il faut avoir en tête que ce que je vais vous présenter, ça reste une proposition de la Commission européenne qui est en cours de négociation et qui pourrait donc évoluer jusqu'à la fin des négociations. Quand on parle de transparence financière, donc ce que je vous ai dit, c'était la pierre angulaire du blanchiment d'argent et ça a toujours été le cas. Et peut-être la première notion qui a un peu bâti les outils de lutte contre la fraude, c'était la notion de connaissance, qui est très connexe à la notion de transparence. Et les premiers outils, donc, ça a été de développer la connaissance d'un client. C'est-à-dire quand vous rentrez en relation d'affaires, vous, entité assujettie, vous devez connaître votre client. Alors, juste le mot entité assujettie, c'est vraiment les entités qui sont à l'entrée de l'économie réelle, qui sont donc confrontées à des flux qui pourraient venir justement de flux illégaux et qui sont les premiers à pouvoir les contrôler. Donc vous allez avoir à la fois des entités du secteur privé, on va dire, financier et d'autres non financiers. Donc ça peut être à la fois une banque et un avocat pour faire les choses à gros traits. Donc ces entités-là... Donc la première condition, ça va être de connaître son client. Donc quand vous allez voir une banque, on va vous demander de décliner votre identité, on va la vérifier, puis on va aussi vous poser diverses questions pour bien connaître votre profil, pour pouvoir être en mesure que la personne qui doit contrôler les flux soit en mesure d'identifier si vous avez une opération qui pourrait être atypique par rapport au caractère, au profil qu'on vous aurait attribué. Donc ça, c'est la première notion. Et elle est toujours encore renforcée dans le paquet qui est proposé, dans leur règlement. Il y a évidemment des nouvelles dispositions, c'est plus détaillé, c'est plus harmonisé, et il y a des nouvelles choses. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui quand on parle de transparence financière, c'est que le client, il s'est complexifié. On n'est pas juste en face d'une personne physique, là vous voyez bien l'histoire, un banquier avec un client. Mais aujourd'hui, le client, c'est pas toujours une personne physique classique. Parce que comme on a mis des obstacles aujourd'hui au blanchiment d'argent, donc par de nombreuses normes, il y a aussi des nouveaux outils qui ont été mis à disposition, qui ont été inventés ou qui ont été saisis par des personnes qui voulaient blanchir de l'argent pour pouvoir justement dissimuler toujours plus. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec des clients qui peuvent avoir des conventions de prête-nom, on va avoir des fondations,
on va avoir des trusts, on va avoir des sociétés offshore. Et aujourd'hui, pour connaître la connaissance, pour donc arriver à connaître qui est son client, alors que le but de ces structures, c'est justement souvent de dissimuler l'identité réelle de la personne qui est derrière, on a une nouvelle notion est apparue et qui est fondamentale pour ce qui est de la transparence et donc l'outil contre la fraude, c'est la notion de bénéficiaire effectif. Donc le bénéficiaire effectif, on ne s'interroge plus simplement sur la propriété juridique d'une entité, on va aller regarder la propriété économique. Parce que souvent, la propriété juridique, elle ne nous informe pas nécessairement sur l'objet social réel d'une entité. On va aller savoir qui détient réellement une entité, donc qui a les pourcentages de parts de capital, ou qui a des moyens juridiques, qui a, on va dire, un pouvoir de décision réellement sur cette entité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez voir, donc quand cette entité ira voir le banquier, il aura besoin de connaître qui sont vraiment les bénéficiaires effectifs de cette structure pour avoir une idée précise des flux financiers qui pourraient venir. Et après, de mieux les analyser s'il y a un doute ou un soupçon. Donc cette nouvelle notion, donc, elle a été évidemment portée par le GAFI en 2012 et elle a été introduite une première fois dans les normes européennes en 2015 avec la 4e directive. Donc la 4e directive, elle a défini ce que c'était qu'un bénéficiaire effectif, elle a donné une méthode de calcul, donc il y a une méthode qu'on dit mathématique et une méthode qu'on dit juridique. Donc la mathématique, évidemment, c'est par rapport aux parts en capital. La juridique, ça va plutôt regarder s'il y a des pactes d'actionnaires, s'il y a des autres moyens de contrôle. Et elle a aussi donc imposé aux entités assujetties d'aller vérifier, de connaître cette information, donc de dépasser la simple connaissance clientèle, mais de l'affiner et d'aller jusqu'au bénéficiaire effectif le cas échéant. Et elle a également imposé à ce que ces entités-là particulières, ces sociétés, connaissent eux-mêmes leurs bénéficiaires effectifs, donc ils ont l'obligation de les répertorier, mais également il a été imposé que chaque État membre mette en place un registre des bénéficiaires effectifs dont a parlé déjà le président d'Enfer avant. Et donc, il est important que l'information qui est transmise soit actualisée, précise et toujours d'actualité. Et en fait, il a été donné accès à cette base de données à notamment les cellules de renseignement financier. Donc, au début, en 2015, ce n'était pas un accès qui était public. Mais l'idée, c'était vraiment, on crée cette base de données qui est parfaitement importante pour la transparence et on donne accès aux autorités qui en ont besoin. Il était aussi possible pour certains États membres de la rendre publique, mais ce n'était pas du tout quelque chose qui était écrit noir sur blanc dans les textes. En 2018, donc la 5e directive, on vient renforcer ces registres. On vient dire qu'aujourd'hui, les autorités qui sont en charge de leur administration doivent avoir des pouvoirs de sanction sur les entités qui n'enregistrent pas justement ou ne font pas une enregistration actualisée. Donc ça, c'est la première chose. On va également demander que toute entité assujettie qui remarque une divergence entre ce qui est inscrit dans le registre et ce qu'ils ont la connaissance, le notifie. L'idée, c'est d'avoir toujours une information qui soit actualisée. On a également permis dans cette 5e directive ce qu'on appelle l'interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dit donc dans chaque État membre, il y a un registre, et pour justement que l'outil soit plus efficace encore, on a été proposé que chacun des registres soit interconnecté. C'est un processus qui est encore en cours. On a passé une étape donc, au 31 octobre 2021, mais aujourd'hui, on est dans une phase de production et on essaye opérationnellement, d'un point de vue IT, de les interconnecter. Et ça sera après à disposition, ça veut dire qu'une cellule de renseignement financier, quand elle analysera, elle enquêtera sur Monsieur X en France, elle pourra savoir si cette même personne est aussi enregistrée dans un bénéficiaire des bénéficiaires effectifs roumains et avoir donc une vision beaucoup plus large et transfrontalière, ce qui est très important pour le blanchiment d'argent qui est rarement domestique, même s'il peut l'être. Aujourd'hui, donc, on est passé avec la dernière réforme donc, qui est en cours. Évidemment, ce sujet est encore parfaitement traité et d'actualité. Pourquoi ? Alors, il y a eu plusieurs sujets qui ont été perçus, c'est qu'aujourd'hui, de par justement le fait qu'on avait une directive, le calcul des bénéficiaires effectifs n'était pas égal entre chaque État membre, mais notamment pour ce qui était le calcul de la propriété indirecte. Donc il fallait y remédier. Donc en fait, dans le règlement, qui est donc pour les entités assujetties, on est venu préciser les normes, préciser les méthodes de calcul, montrer que l'approche mathématique n'était pas exclusive de l'approche juridique et qu'il fallait vraiment tous les identifier et de façon donc exhaustive. Pour ce qui est des registres, on a été définir plus en détail les pouvoirs que pouvaient avoir les autorités quand elles avaient des doutes. Elles ont aujourd'hui, alors c'était déjà mentionné, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus détaillé pour avoir justement une harmonisation des pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il va être écrit qu'elles ont le droit de faire des investigations sur place selon une approche par les risques. Donc tout ça pour dire qu'on pense que ce sujet est vraiment
un des outils les plus efficaces, et c'est partagé à la fois d'un point de vue international, puisqu'aujourd'hui le GAFI travaille encore sur ses recommandations, ou d'un point de vue européen. C'est un sujet qui est particulièrement important, et juste pour conclure et vous donner un exemple, aujourd'hui, M. Vallet-Valla a donné l'exemple des Panama Papers et de tous ces leaks. Récemment, donc en 2021, il y en a ce qu'on appelait les Open Lux, et c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce cas-là, on avait des lanceurs d'alerte. Donc on avait des leaks. Avec les Open Lux, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le travail des journalistes? C'était donc 26 journaux, dont Le Monde, qui sont allés en fait étudier le registre des bénéficiaires effectifs luxembourgeois. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne des outils de transparence financière aussi à la société civile. Et ce qui a été très intéressant, c'est que DOJAS a donné des informations intéressantes sur la structure économique, par exemple, d'un pays comme le Luxembourg, et de montrer qu'il y avait plus de 50% des sociétés qui n'étaient pas des sociétés traditionnelles, qu'il y avait plus de 160 nationalités dans les bénéficiaires effectifs. Donc ça donnait vraiment des informations qui sont particulièrement importantes, mais également ça a montré qu'il pouvait y avoir aussi des défaillances encore aujourd'hui dans la réalisation, dans la mise en place de ces registres, parce qu'il a notamment été relevé qu'il y avait des membres de la Ndrangheta qui étaient, par exemple, bénéficiaires effectifs de certaines sociétés. Donc c'est pour ça qu'on espère, avec les nouvelles normes qui sont aujourd'hui en cours de négociation, qu'on va arriver à avoir des registres qui soient vraiment efficaces, efficients, et qui puissent être utilisés à la fois par les autorités compétentes dans le cadre de leur enquête, ou même par la société civile. Oui, merci à Madame Constance Deshonnette pour cette présentation. C'est très intéressant ce nouveau paquet législatif. En Roumanie aussi, les journalistes utilisent toutes les dates qui sont publiques pour faire des enquêtes qui sont de temps en temps plus compliquées et plus efficaces que ceux déroulés par les autorités publiques. Nous allons discuter maintenant, Monsieur Pascal Daniel va nous présenter le contrôle juridique permanent des greffiers des tribunaux de commerce dans sa capacité de délégué national à la lutte contre la fraude du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de France. Monsieur Pascal Daniel, je vous donne la parole. Merci, Madame le professeur. Bonjour à tous et à toutes. Je suis à la fois très honoré et très heureux de pouvoir intervenir auprès de vous. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais revenir sur un fondamental, c'est qu'une entreprise, c'est une structure qui est chargée de créer des richesses. Voilà. Et pour créer des richesses, il faut une confiance entre tous les acteurs. Ça, c'est le point numéro 1. C'est ce qui fait l'ADN des greffiers. Et pourquoi tous les acteurs? Parce que dans les acteurs, il n'y a pas que des entreprises. Parce que dans les entreprises, il y a d'autres, et bien sûr les entreprises sont entre elles clients et fournisseurs, mais il y a d'autres fournisseurs, entre guillemets, qui sont l'État, qui fournit des services publics, les services sociaux qui fournissent la médecine en France, et puis bien sûr des salariés. Donc ça va bien au-delà de ce qu'il y a les entreprises. Et donc pour assurer cette confiance de tous les acteurs, y compris les acteurs qui ne sont pas des entreprises, il faut de la transparence juridique. Parce que la transparence financière est liée à la transparence juridique. Et la France a fait le choix de la tenue de registres légaux, centralisés et à la fois décentralisés. Et je vais en revenir plusieurs fois. Le directeur de Tracfin, M. Guillaume Vallet-Valla, a tout à l'heure parlé de vigie économique, un terme que je reprends et que j'adopte. Et je ne dirais pas que c'est lui qui m'a donné cette idée-là, que je trouve assez puissante dans le raisonnement. Notre contrôle des registres légaux, pour avoir les idées claires, il faut retenir 3 choses. 3 registres essentiels. Le registre du commerce et des sociétés, qui regroupe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour être simplifié, toutes les sociétés commerciales et toutes les sociétés civiles françaises, y compris les associations, avec une spécificité du droit continental français, c'est que la personnalité morale est accordée aux entreprises lorsqu'elles sont immatriculées au registre par le greffier. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que tant que la société n'est pas immatriculée, elle n'existe pas en droit. J'allais dire que les greffes sont à la fois une maternité et puis une mairie, c'est-à-dire puisqu'on tient une sorte d'état civil. Enfin, on tient l'état civil des entreprises et des personnes morales. Donc, le registre du commerce, premier élément. Deuxième élément, le fichier national des interdits de gérer, qui est un fichier qui permet
de recenser en France toutes les personnes dont on a estimé qu'il est nécessaire qu'elles soient éloignées de la vie économique. Donc, il y a à peu près 30 000 personnes qui ont été inscrites dans ce fichier, et ça nous permet de contrôler en temps réel si les applications de l'interdiction de gérer sont bien respectées. Troisième type de registre, le registre des bénéficiaires effectifs. On ne va pas revenir sur ce que c'est que le registre des bénéficiaires effectifs. Un petit mot, c'est le bénéficiaire direct ou indirect d'une société. Alors, quand c'est direct, j'allais dire tout est simple. Quand c'est indirect, c'est un peu plus compliqué, parce que vous pouvez avoir une chaîne de détention, et à un moment ou un autre, dans la chaîne de détention, eh bien, il y a soit une société européenne, soit une société extra-européenne. Et là, ça pose des problèmes quand même assez complexes, et qui va nous mobiliser dans les années qui viennent, puisque déjà, il faut essayer de maintenir la chaîne pour les sociétés européennes, et après, il faudra s'intéresser aux sociétés extra-européennes. Le but du contrôle juridique, c'est donc de sécuriser, avec une rupture technologique qui a été rappelée par le directeur de Tracfin tout à l'heure, c'est qu'on est passé du papier au numérique. Et donc, nous sommes confrontés maintenant à la montée de la fraude documentaire. Donc, la France se dote d'outils de vérification des documents. On va le faire court, parce que le temps nous est compté. La vérification d'identité des gens, ça, c'est un élément essentiel. Est-ce que la personne physique qui va être gérante, parce que toute personne morale a un moment quelqu'un qui signe le chèque. Voilà. Alors, c'est direct, c'est indirect, mais il y a bien quelqu'un, à un moment, qui fait quelque chose. C'est cette personne-là, il va falloir être sûr qu'elle existe vraiment. Ça, c'est un enjeu majeur pour toute l'Europe, avec le développement de la fraude documentaire qui est vraiment très, très importante. Et je sais que c'est un axe fort de la politique du gouvernement, et notamment l'action de Tracfin. La production de données, le contrôle juridique, c'est pour faire quoi? C'est pour diffuser une information qui est sûre. Et alors, il y a deux types de diffusion. Il y a la diffusion publique, la diffusion générale, c'est-à-dire l'accès libre de tous les acteurs économiques. Ça, d'accord. Et puis, il y a la diffusion, ce que j'appelle ciblée, fait par nous. Bien sûr, du fait de notre assujettissement, c'est-à-dire qu'une analyse d'un dossier qui nous paraît étonnant peut faire l'objet d'un signalement direct. Mais nous sommes aussi, nous, dans des juridictions, nous sommes dans l'autorité judiciaire, nous sommes dans les tribunaux de commerce. Donc nous travaillons directement avec nos procureurs de la République chargés des affaires économiques. C'est-à-dire qu'il y a un ciblage en amont. Et donc c'est une action de prévention, mais c'est une action inscrite dans le temps. Parce que quand vous travaillez avec le registre de commerce, vous avez les personnes se créent, elles naissent, elles vivent, et puis un jour elles disparaissent. C'est le principe de l'état civil, comme pour les personnes physiques. Et en même temps, dans les juridictions, nous nous occupons de tous les litiges commerciaux, de toutes les procédures de traitement et de prévention des difficultés des entreprises. Donc l'ensemble de ces données regroupées fait une veille économique globale. Et je fais juste un petit aparté sur un registre dont je n'ai pas parlé, qui est hyper important en pratique, c'est tous les registres des sûretés mobilières. Parce que tout ce qui est garantie du financement des entreprises en France est publié dans les greffes. L'ensemble de ces informations corrélées par l'intelligence humaine et le maillage territorial rendent la vigilance des greffiers efficient. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de Tracfin qui a eu l'amabilité de le rappeler tout à l'heure. Mais c'est ça vient de ça. C'est l'axe territorial et national qui fait la force. C'est parce qu'un greffier local connaît son maillage territorial et voit un atypisme local arriver, il est capable de détecter, bien sûr, des fraudes documentaires, le contrôle juridique habituel, un certain nombre de choses, mais il y a aussi le fait que quelque chose est en train de se passer qui est suspect. Alors on a beau mettre en place de l'intelligence artificielle, etc., l'intelligence artificielle a toujours un point de retard par rapport à l'intelligence humaine. Et donc l'enjeu pour nous de demain, c'est d'essayer toujours que le wagon reste accroché à la locomotive. Un dernier sujet que je voulais aborder, je l'ai abordé tout à l'heure,
L'enjeu des chaînes de détention par les sociétés étrangères, les fondations, les associations, est un vrai sujet. Quand Tracfin, dans le cadre de sa vision nationale, attire notre attention sur un certain nombre d'éléments de vigilance pour nous. Ils ont l'expérience des typologies des grosses fraudes qui mobilisent l'État, bien sûr, et on décline ça en point de vigilance pour nous et en ligne directrice pour nos confrères. Ce qui veut dire que nous mobilisons toute la France et parfois, à la demande de Tracfin ou de la Direction générale du Trésor, sur des problématiques spécifiques, nous pouvons mobiliser des secteurs géographiques particuliers. Notamment, je pense à des problèmes liés au gel des avoirs de certains pays faisant l'objet de conflits. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est la défense de l'ordre public économique, et puis le contrôle et la production des données. On parlait tout à l'heure des pouvoirs d'enquête, etc. Bon, c'est complexe, ce sujet-là, mais en tout cas, moi, ce que je pense en tant que praticien, c'est que les pouvoirs d'enquête doivent être le plus proche possible de celui qui contrôle et produit la donnée initiale. Voilà, j'en ai terminé. J'espère avoir été très synthétique. Merci à Monsieur Pascal Daniel. Je donne la parole à Monsieur le professeur Chedli Lotfi, professeur de droit à la Faculté de sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, qui nous parlera du mécanisme d'action contre les fraudes en droit tunisien. Merci, Madame la Présidente. Merci pour les organisateurs pour m'avoir invité, et je suis très honoré de participer et d'essayer d'être actif aussi dans la lutte contre les fraudes de manière générale, au moins de manière intellectuelle et sur le plan de la réflexion juridique. L'utilisation du terme fraude ou l'action contre la fraude en droit tunisien peut, de prime abord, induire en erreur en laissant supposer qu'il y a une action ou des actions coordonnées contre des pratiques frauduleuses qui seraient chapeautées par une institution telle que l'Office de lutte antifraude créé au niveau européen par un règlement de 1999 et chargé notamment de réaliser des enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude et la corruption portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Le concept de fraude n'est pas explicitement consacré en droit tunisien comme un concept générique, englobant toutes les atteintes intentionnelles au budget de l'État. Le droit tunisien connaît bien entendu le principe fraus omnia corrompit, avec toutes ses applications. Il connaît aussi la notion de fraude à la loi au sens du droit international privé qui conduit à ne pas appliquer le droit désigné par un élément de rattachement s'il est le résultat d'une fraude concrète, et c'est une application en réalité de la solution française de la princesse de Beaufremont qui a été évoquée par M. Valette-Valla. Pourtant, en filigrane, à travers des institutions diverses, la fraude en tant que concept générique innerve le droit tunisien et des actions contre les fraudes existent. En tout cas, il y a eu une révolution en 2011 qui s'est élevée contre la fraude aux droits du peuple tunisien par la corruption de dirigeants et par tous les moyens qui ont détourné les deniers de l'État et continuent malheureusement parfois à le faire. C'est surtout la corruption endémique qui régnait avant la Révolution qui a été la plus ressentie, ce qui explique que la lutte contre les fraudes est passée avant tout par une lutte contre les corruptions. C'est ce qui a retenu le plus l'attention des autorités tunisiennes, mais avec une conception élargie de la corruption qui englobe en réalité beaucoup de fraudes. La conception élargie, on la trouve dans certains textes de droit tunisien, tels qu'un décret du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption, qui la définit de manière extrêmement large, comme l'abus de pouvoir, de l'autorité ou de fonction en vue d'obtenir un avantage personnel,
La corruption, nous dit le texte, englobe particulièrement les infractions de corruption dans toutes ses formes, dans les secteurs publics et privés, le détournement des fonds publics ou leur mauvaise gestion ou leur gaspillage, abus de l'autorité, l'enrichissement illicite, l'abus de confiance, la dilapidation des fonds des personnes morales et le blanchiment d'argent. La loi organique du 7 mars 2007 relative au signalement des faits de corruption et à la protection des donneurs, des lanceurs d'alerte a élargi encore plus cette conception en lui ajoutant le conflit d'intérêts, le délit d'initié, l'évasion fiscale, le fait de faire échec aux décisions du pouvoir juridictionnel et tous les faits menaçant la santé publique, la sécurité ou l'environnement. Donc, à travers le concept de corruption, en réalité, c'est beaucoup plus large que la corruption et c'est quasiment l'ensemble des fraudes que vous visez en droit européen. Sans entrer dans les détails, on constate depuis 2011 une avancée remarquable dans la lutte contre la corruption et les fraudes, mais depuis 2 ans, il y a une inquiétude face à certaines évolutions récentes. Donc l'évolution ou l'avancée remarquable depuis 2011. À la veille de la fuite de l'ancien président de la République tunisienne le 13 janvier 2011, et afin d'apaiser les protestations, il avait annoncé dans un discours resté très célèbre un programme de réforme, en particulier la création de 3 commissions, dont une chargée de la lutte contre la corruption. Il n'a pas eu le temps de former concrètement cette commission, mais quelques jours après sa fuite, elle a été effectivement créée et elle a été chargée d'enquêter sur les faits de corruption de l'ancien régime. Et il y a eu un décret-loi du 18 février 2011 qui a créé cette commission afin d'enquêter sur les faits de corruption en garantissant une immunité à ses membres dans l'exercice de leur mission. Et d'ailleurs, il y a eu une composition vraiment assez riche de cette commission avec des personnes indépendantes. Et elle était présidée au début par l'ancien doyen de la faculté des sciences juridiques, d'ailleurs, le doyen Abd Fattah Amour. L'essentiel, c'est que cette commission a publié en 2011 un rapport très alarmant qui a relevé l'existence d'un hiatus entre un droit qui semble lutter contre la corruption, puisque la Tunisie a adhéré et a ratifié la Convention des Nations Unies du 31 octobre 2008 sur la lutte contre la corruption. Elle a un code pénal qui contient des sanctions assez lourdes sanctionnant la corruption des fonctionnaires, etc. Mais la pratique était tout autre. Il y a vraiment un système de corruption qui a été montré dans ce rapport. Et ce rapport a aussi montré que quelques familles en Tunisie avaient, en fin de compte, régné sur le pays, à la fois sur le plan politique, mais surtout sur le plan économique. Tous les secteurs vitaux étaient, en fin de compte, rattachés directement ou indirectement à la famille du président de la République. Il y a eu rapidement par la suite un remplacement de cette commission par un décret du 14 novembre 2011 par une instance publique indépendante dénommée Instance nationale de lutte contre la corruption, laquelle aussi a publié des rapports et a montré qu'il y a une lutte véritable contre la corruption, mais que la société ne suit pas aussi rapidement les textes et que sur le plan pratique, la corruption, je dirais, avec la démocratie, elle s'est aussi démocratisée, puisqu'elle touchait les familles influentes politiquement et économiquement et par la suite, elle appartenait à tous les secteurs et elle touchait indirectement la société tunisienne. Il y a eu une étape importante, c'est la Constitution du 27 janvier 2014. Et la Constitution du 27 janvier 2014 a prévu une constitutionnalisation de la lutte contre la corruption et les malversations en instaurant notamment une instance
indépendante, l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, laquelle est chargée par l'article 130 de la Constitution, en plus de la contribution aux politiques de bonne gouvernance, etc., elle a été chargée de procéder aux investigations et à la vérification des cas de corruption à la fois dans les secteurs publics et privés. Et le fait qu'elle soit prévue par la Constitution lui donne une possibilité d'investigation très large relativement à toutes les autorités. Ce qui est assez curieux, c'est que la Constitution a créé cette institution en 2014, mais elle n'a été concrètement créée qu'en 2017. Il y a eu une loi organique du 24 août 2017 qui a créé cette institution et qui l'a chargée de la détection, l'investigation, etc. Ce temps entre 2014 et 2017 montre que les choses ne se passent pas de manière simple, qu'il y a vraiment un combat, qu'il y a une lutte pour aboutir à une telle institution. Et ce n'est pas surprenant en Tunisie, puisque la Constitution a prévu la création d'un véritable Conseil constitutionnel, pour la première fois en droit tunisien, mais qui n'a pas été créé concrètement jusqu'à maintenant. Avec cette instance constitutionnelle, il y a eu à la fois un renforcement de la lutte contre la corruption, mais paradoxalement, comme on va le voir par la suite, une fragilisation aussi, parce qu'elle a fait l'objet de luttes énorme qui a conduit même à remettre en cause la Constitution aujourd'hui. Les avancées, c'est surtout la loi organique de 2017 relative au signalement des faits de corruption et la protection des lanceurs d'alerte, qui a organisé tout un système de protection des lanceurs d'alerte. En tout cas, théoriquement, ils sont protégés. En pratique, ce n'est pas toujours le cas. C'est ce que contestent beaucoup d'observateurs. La seconde loi, c'est la loi du 1er août 2018 relative à la déclaration du patrimoine et d'intérêts et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts, qui impose quasiment à toutes les autorités publiques une déclaration de patrimoine à l'entrée, à la sortie, de manière périodique, avec des pouvoirs d'investigation et de contrôle. Donc, l'élan est positif, même s'il y a des problèmes dans la pratique. Ce qui est à relever, c'est que depuis 2 ans, il y a eu peut-être un retournement de situation. Et lorsque l'orateur vous parle maintenant, on est en pleine évolution, et je dirais qu'on est dans un carrefour où existent plusieurs chemins. Ça peut être positif, puisqu'il y aura une nouvelle constitution, etc., comme ça peut virer dans un sens négatif. Mais en tout cas, je voudrais vous rappeler l'essentiel des étapes qui se sont faites depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il y a eu une fragilisation de cette instance constitutionnelle, l'INLUC. C'est l'abréviation de cette institution, qui a commencé par le limogeage de son président au courant du mois d'août 2020 par le Conseil des ministres, alors que l'INLUC venait de soumettre à la justice des documents relatifs à des soupçons de conflit d'intérêts du Premier ministre. Donc c'était vraiment... ça montre qu'on est en pleine lutte de pouvoir. Ils soumettent un rapport relatif au Premier ministre et directement, il y a un limogeage et le président de l'INLUC lui-même, aujourd'hui, est l'objet d'investigations et de recherches. Le nouveau Premier ministre, nommé suite à cette démission, a lui-même limogé le nouveau président de l'INLUC, à peine 10 mois après sa nomination, le 7 juin 2021. Ce dernier, d'ailleurs, qui est magistrat, a contesté ce limogeage et a reçu publiquement, à la télévision, devant tout le monde, l'appui du président de la République, qui a estimé que ce n'est pas normal de limoger le président de l'INLUC. Il y a eu une désignation d'un 3e président qui était lui aussi très contesté.
Donc, cette passe d'armes entre les plus hautes autorités de l'État à propos de la présidence de l'INLUC a sans doute contribué à la décision du président de la République de mettre en place les mesures exceptionnelles prévues à l'article 80 de la Constitution. C'est l'état d'exception. Et l'état d'exception de l'article 80, d'ailleurs, c'est un héritage de la France et de la Constitution de De Gaulle. Et d'ailleurs, en Tunisie, aujourd'hui, on parle beaucoup du couple de Gaulle et de Bré. Et on les prend comme modèle. J'espère qu'on aura un de Gaulle et un de Bré en Tunisie, parce que ça a conduit, en fin de compte, au sauvetage de la France après une situation très difficile. Mais en tout cas, cela a abouti, après des étapes successives, à une suspension, ensuite à une dissolution du Parlement, du Conseil supérieur de la magistrature. Le sort de l'INLUC n'a pas été du reste, puisque le 20 août 2021, les locaux de l'instance nationale de lutte contre la corruption ont été fermés et évacués par la force suite à une décision du ministre de l'Intérieur. Quant à la Constitution, elle a subi plusieurs textes juridiques et aujourd'hui, on est dans l'attente d'un référendum sur un projet d'une nouvelle Constitution, mais on ne nous a pas encore montré le projet, et c'est un ancien collègue, le premier doyen d'ailleurs des facultés de droit, qui préside la commission de rédaction. Donc, la Tunisie, et je vais finir dans quelques minutes, la Tunisie et la lutte contre les fraudes se trouvent au moment dans lequel nous parlons dans un véritable carrefour. Des chemins divers sont possibles, les bons comme les mauvais. Espérons que l'état d'exception ne soit qu'une parenthèse qui ouvre sur l'état de droit. Déjà hier, alors que j'étais en voyage, est paru le décret présidentiel du 1er juin 2022 qui a démis 37 magistrats sur la base de soupçons de corruption. On ne trouve pas de motivation dans le décret, mais il y a eu un discours du président de la République qui considère que le décret vise à préserver la magistrature et à sanctionner les atteintes et violations commises par ces magistrats aux règles de droit. Donc, on peut dire qu'il y a une volonté de lutter contre la corruption et les fraudes. Ça, c'est certain. L'avenir dira si la manière est bonne et si les résultats seront probants. Pour l'heure, nous l'espérons vivement dans l'intérêt du pays. En tout cas, les droits de la défense doivent être préservés par l'ouverture de recours appropriés, notamment un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. C'est à ce prix que la lutte contre la corruption portera des fruits réels. À la fin de notre intervention, et quelle que soit l'issue du processus constitutionnel auquel nous assistons, et je ne vous cache pas qu'on est dans une situation vraiment de carrefour et ça peut mener à la fois à de bons résultats comme à de mauvais résultats. Et le juriste que je suis est à la fois pessimiste et optimiste. Pessimiste parce qu'il y a certains textes, c'est-à-dire que la Constitution a été remise en cause, le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature, etc. Mais on peut être aussi optimiste parce que parfois, pour construire un nouvel édifice, il faut détruire l'ancien. En tout cas, la destruction est faite. Espérons que la construction sera bien faite. Ce qui est certain, c'est que la destruction a été faite de manière radicale. Donc, à la fin de notre intervention, et quelle que soit l'issue de ce résultat, je ne peux que dire que toute politique strictement nationale est d'une efficacité limitée, de toute façon. La lutte contre les fraudes ne peut être efficace que si elle est globale. Et en Tunisie, l'issue réelle ne peut être qu'au niveau régional qui intéresse directement la Tunisie. D'abord, au niveau de l'Union pour la Méditerranée, espérant que le processus d'intégration régionale de l'UPM initié en 2008 et qui réunit 42 États d'Europe et de la Méditerranée, ainsi que des institutions communautaires, soit dirigé vers la prévention et la lutte contre les fraudes par l'instauration de mécanismes opérationnels efficaces. Au niveau des pays arabes, il y a une convention qui a été conclue mais qui n'est pas encore mise en œuvre. Et au niveau africain, la Tunisie a adhéré
par la loi organique du 1er août 2019 à la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo le 11 juillet 2003. C'est d'ailleurs à ce niveau que l'évolution risque d'être spectaculaire. En effet, un accord établissant une zone de libre-échange africaine, qu'on appelle la ZLECAf, a été adopté le 21 mars 2018. L'objectif de ce projet est d'intégrer à terme les 55 États de l'Union africaine. Aujourd'hui, 54 l'ont signé et 43 l'ont ratifié dans la Tunisie, ayant pour objectif de créer un marché unique continental et d'établir une liberté de circulation des opérateurs économiques et une union douanière. La ZLECAf deviendrait une passoire de toutes les fraudes si un programme de lutte contre les fraudes à la communauté n'est pas prévu et mis en œuvre. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le professeur Lotfi Chedli. C'était très intéressant et terrible. J'espère que nous restons optimistes avec vous pour l'évolution ultérieure. Pour la clôture des travaux, je donne la parole au Monsieur Patrick Sanino, le président de la Chambre nationale des commissaires de justice de France, qui tirera les conclusions de ce panel. Monsieur Sanino, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame le professeur. Conclure sur une somme d'informations aussi importante et aussi précise, c'est extrêmement délicat. Ce que je peux reproduire ici présentement, ce n'est que le propos que j'ai entendu et ce que j'ai retenu. J'ai retenu, d'abord une petite parenthèse. Je ne sais pas si les huissiers de justice sont les premiers de classe, en tout cas sûrement pas, mais nous avons été les premiers à signer la première convention en France avec Tracfin, avec M. Bruno Dalle. Je pense que M. Valette peut le confirmer. Évaluer la fraude, elle est nécessaire, la définir, la réprimer. Je suis plutôt partant pour l'évaluation et le volet préventif. Je retiens des propos de M. Valette, l'adaptation et la transformation par les paradigmes techno-crypto qui vont, à mon sens, dans un avenir très proche, changer complètement la donnée des informations qu'ils devront avoir. Je retiens aussi 110 000 déclarations pour 700 millions d'euros. Très gros travail. Madame Constance Dezonnette, je retiens un outil de transparence à mettre en œuvre avec déjà 5 directives, si j'ai bonne mémoire, et un règlement et une directive en voie de préparation. Je retiens également, c'est la connaissance, dans le cadre des échanges commerciaux, des bénéficiaires effectifs. Et la possibilité d'avoir entre les bénéficiaires effectifs le regard du tiers bancaire, je dirais, du tiers bancaire, et des informations que l'on peut obtenir lors de transactions commerciales. Pascal Daniel, c'est très simple, les greffiers sont des professions comme les notaires très cousines des nôtres. Le ciblage est bien entendu territorial, ce maillage territorial essentiel, je dirais, essentiel à notre métier. Et vous savez, on dit toujours qu'un huissier de justice, demain commissaire de justice, connaît tout à fait le tissu social dans lequel il exerce. Donc on les connaît, on connaît très bien. C'est une véritable veille économique, une veille économique globale, et par les greffiers, ces inscriptions au registre du commerce, par les nantissements, par les inscriptions venant sur les structures sociétales, y compris étrangères, permet d'avoir une veille importante pour la lutte contre le blanchiment. Enfin, le professeur Chedli, j'ai cru comprendre que
La fraude en Tunisie et son élargissement à plusieurs secteurs avaient été inscrits dans la Constitution de 2014, renouvelé par un principe de corruption et évalué dans tous les secteurs publics comme privés par le 24 août 2017, une loi organique instituant ce principe. Quant au limogeage des hommes politiques, je crois qu'il n'y a pas que la Tunisie qui donne suite à ce genre d'action. En France, nous avons aussi nos problèmes. Voilà, ce que je retiens, c'est les différents acteurs, et j'ai écouté Thomas Denfert aussi tout à l'heure, en arrivant, et vous m'en excuserez, un peu en retard, j'ai écouté Thomas Denfert, mais quelle que soit la profession qui opère, que ce soit greffier, notaire, avocat, huissier de justice, commissaire de justice, greffier, nous travaillons effectivement véritablement en commun pour travailler contre la lutte contre le blanchiment qui est véritablement un grand fléau de notre siècle. Voilà ce que je voulais vous dire en propos conclusifs, si vous me permettez, et si, bien entendu, j'ai oublié des éléments essentiels, vous voudrez bien m'en excuser. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Sanino. J'ouvre maintenant la session de questions-réponses. Donc, si les participants ont des questions pour les intervenants, je vous prie. Alors, on a vu que donc, le modèle français était assez performant, que l'Europe avait aussi sa performance. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce qui se passe dans les autres grandes zones géographiques, que ce soit aux États-Unis, en Chine, enfin voilà, les grands blocs, comment ça se passe et est-ce qu'ils sont aussi performants? On va le faire à deux voix avec notre collègue de la Commission. Alors effectivement, comme je vous l'ai indiqué, comme vous l'avez tous compris au fil des interventions, c'est une réglementation qui est à la fois ancienne, plus de 3 décennies, mais en même temps assez neuve si on la compare à d'autres domaines en matière de droit civil, droit commercial par exemple, donc, ou en convention d'entraide en matière familiale par exemple, qui sont encore plus anciennes. Donc c'est récent et ancien à la fois. Tant et si bien que ce volet normatif qui est organisé et monitoré, évalué par une organisation intergouvernementale qui a son siège à l'OCDE à Paris depuis les accords du G7 dit de l'Arche de 1989, a donc institué ce GAFI, ce groupement qui permet une évaluation mutuelle par les pairs des différentes législations, à la fois au plan normatif, c'est peut-être ce que Constance vous décrira après moi, et au sens opérationnel par les cellules de renseignement financier, les 167 TRACFIN de par le monde que j'évoquais tout à l'heure. Quelles sont les grandes familles? Effectivement, il y a la nôtre, si je puis dire, celle du droit continental, qui procède du même ordre, si je puis dire, c'est-à-dire avec une finalité qui vise à ne pas être simplement une base de données qui collecte des données et qui les distribue sans les hiérarchiser, sans les enrichir, sans les analyser, sans les discriminer aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que les différents professionnels assujettis, notamment les professionnels du droit qui sont aujourd'hui avec nous ce matin à la faculté de droit de Bucarest, ils ne font que déclarer un soupçon, ils ne déclarent pas une infraction. On est dans le domaine au bord du pénal, mais infrapénal. Si un notaire ou plus souvent un établissement bancaire observe une opération en train de se passer, il doit porter plainte. Le TRACFIN n'est pas le bon véhicule, si je puis dire. Donc on est sur une déclaration de soupçon. Et donc la position de la France, et la position continentale d'ailleurs, est toujours de faire que ces entités doivent enrichir, doivent faire un travail, si je puis dire, qualitatif, pour ensuite disséminer le produit de leur travail, soit aux autorités judiciaires ou policières, soit aux autorités fiscales, on va le dire comme ça, ou sociales. Ça, c'est le modèle continental, c'est le modèle qu'on trouve, on l'a évoqué, en Italie, en Belgique, qu'on trouve bien sûr ici présent en Roumanie. Face à cela, il y a d'autres zones géographiques, effectivement. Il y a d'autres zones géographiques sur lesquelles
n'ayant pris mes fonctions qu'en janvier, je ne veux pas avoir un jugement trop assertif et trop descendant, pour lesquels on a peu d'éléments pour évaluer leur activité. Je parle du point de vue Tracfin France, mais je parle aussi à partir de sources ouvertes que vous pouvez consulter, notamment sur le site internet du GAFI. Les Tracfins asiatiques, notamment le Tracfin chinois, deuxième économie mondiale, très prochainement première économie mondiale, évidemment zones dans lesquelles zone de rebond ou zone de destination du blanchiment de capitaux au plan international, trafic d'êtres humains, travail dissimulé, contrefaçon bien sûr, contrefaçon. C'est une zone peu coopérative, on va le dire comme ça. Mais là-dessus, il n'y a pas de spécificité à la matière lutte contre le blanchiment, parce que c'est la même chose pour nos partenaires nationaux en matière fiscale, par exemple, en matière douanière également, et autres. Ça, c'est pour les zones un petit peu en dehors du scope. Et les zones dans le scope, notre modèle continental affronte là aussi le modèle anglo-saxon, qui était jusqu'à la sortie du Royaume-Uni dans l'Union, maintenant qu'il y en est, de notre point de vue, heureusement sorti. Le modèle britannique et le modèle de FinCEN, qui est le Tracfin américain, qui effectivement est une institution bien plus importante numériquement en budget que le Tracfin, par exemple, pour le comparer avec la France, qui, elle, procède effectivement d'une collecte massive d'informations et d'une dissémination indiscriminée d'informations, ce qui change complètement la relation aux assujettis, aux professionnels du droit et du chiffre. Vous voyez, c'est pas du tout la même démarche. Et puis, dernier élément, parce que vous me suggériez de catégoriser un petit peu ces cellules de renseignement financier, ces 167, s'agissant de leur structuration, de leur positionnement, de leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, là aussi, c'est l'objet de recommandations du GAFI et des entités qui sont en dessous de GAFI, qui, au plan régional, dans les pays du monde arabe, dans les pays d'Europe de l'Est, par exemple, déclinent les orientations ou les adaptent, les orientations du GAFI. Il y a différents types de positionnement. Le positionnement de la France a été, depuis les années 90, de positionner la cellule au sein du ministère économique financier. Mais il y en a d'autres qui ont une dimension plus nettement répressive, qui les font se loger au ministère de la Justice, parfois au ministère de l'Intérieur, parfois dans d'autres sphères. Donc il y a plusieurs modèles de positionnement, et puis également, j'en termine pas là, plusieurs modèles d'indépendance. Le choix de la France a toujours été, depuis 90, prévu par les textes qui nous instituent, de conférer au service et à son directeur une autonomie dans le choix des enquêtes et le choix de la dissémination. À la différence, même si je suis nommé en Conseil des ministres et directeur de l'administration centrale à ce titre, le texte et la façon dont ils sont appliqués depuis 3 décennies en France font que je ne sollicite pas d'instructions pour faire ou ne pas faire, s'agissant des propositions de signalement, par exemple, à l'autorité judiciaire pour les cas les plus graves. Et ça, cet élément d'indépendance, c'est un élément absolument clé de notre point de vue du modèle continental, sur lequel d'ailleurs la Roumanie est en train de progresser. Hein. Je pense que Constance doit y revenir, parce que de notre point de vue, c'est un des éléments qualitatifs du modèle continental. Merci beaucoup. Donc je vais ajouter 2-3 éléments par rapport à ce qu'a dit Monsieur Valette-Valla. Alors peut-être en termes de comparaison des normes, en fait c'est intéressant quand on assiste aux réunions du GAFI ou quand on voit les présidences, quelles sont les priorités des présidences, on peut voir quand même des grands sujets un peu différents. Par exemple les Américains, c'est eux qui ont porté le sujet de la régulation des cryptoactifs, évidemment. De la même façon, c'est eux qui sont venus porter le sujet de la prolifération nucléaire. Comment est-ce qu'on le lutte contre le détournement de ces sanctions-là? Et évidemment, c'est pas un hasard que ce soit eux qui l'ont porté. L'Union européenne, nous, si je parle de ce que je connais de fait, le grand sujet, j'en ai de fait beaucoup parlé, c'est les registres des bénéficiaires effectifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur une organisation qui marche bien, où il y a une bonne entente et les pratiques s'échangent. Aujourd'hui, comme on a pu le voir, donc si c'est de fait une impulsion américaine sur les cryptoactifs, c'est aujourd'hui complètement pris en charge par l'Union européenne qui essaye néanmoins de faire quelque chose qui soit en fonction de ces normes. De la même façon, les registres des bénéficiaires effectifs, il y a un grand sujet qui est aussi porté par l'Union européenne, qui est la protection de la vie privée. Et donc ça, c'est des sujets que nous, on maîtrise peut-être, on va dire mieux ou plus, on est plus acclimaté à ce genre de sujet, comme on a pu porter la RGPD aussi à un autre moment. Et en fait, ces pratiques s'échangent. Donc moi, je pense plutôt en termes de normes, un échange de priorités, de pratiques, et en fait, on les intègre au niveau donc régionaux, si on parle en termes de l'Union européenne, US, et après, on les décline selon un peu nos valeurs ou nos principes juridiques qui sont forts.
Après, il y a un autre sujet que je trouve intéressant sur la supervision qu'on pourrait envisager, c'est aujourd'hui, vous êtes aussi pas sans savoir que notamment les Américains ont une pratique de supervision très extraterritoriale. Et une des raisons de la création de cette nouvelle autorité, notamment européenne, c'est de lutter contre ça. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas que les Américains... ils ont fait des enquêtes qui ont été très nécessaires et qui ont montré des défaillances qu'il y avait chez nous. Ça aurait été quand même mieux que ce soit les Européens eux-mêmes qui puissent identifier leurs défaillances. Donc une des façons aussi de répondre à ça, une des façons aussi parce que les Américains mettent des amendes très très lourdes, donc c'est 9 milliards contre BNP, le plan OFAC, et ça en fait c'est aussi une des réponses qu'on a, parce qu'en fait donc il y a de la coopération quand il s'agit de faire des normes, il y a peut-être un peu moins de coopération aujourd'hui, en tout cas quand il peut y avoir de la supervision. Donc une des réponses en tout cas du continent européen par rapport au continent américain, c'est vraiment d'aller de leur dire, bah, écoutez, regardez, on va faire un beau paquet législatif, on va avoir des normes bien comme il faut, puis en fait, on va avoir une super supervision, puis maintenant, en fait, chacun un peu de son côté, et on va peut-être arrêter d'aller, enfin, même si de fait c'est nécessaire, mais on va peut-être moins le faire, parce que les Américains pensaient, je pense, que la supervision n'était pas forcément la plus efficiente. Donc voilà ce que je voulais ajouter par rapport à la question. Merci. Si nous avons d'autres questions. Oui, je vous prie. Bonjour, donc Benjamin Terrade, à Terre, au Collège juridique franco-roumain. J'aurais une question concernant l'accès, dans le cas de l'affaire OpenLux, l'accès du registre aux journalistes notamment. Et j'avais cru comprendre qu'ils avaient eu très difficilement accès au registre et qu'ils n'avaient pas pu faire de copie, et que l'accès en fait était simplement physique, avec un système il fallait recopier à la main les registres. Et je voulais savoir si c'était dû à un manque de précision dans les directives ou dans les règlements concernant les conditions d'accès qui sont prévues pour ces registres, et si c'est envisagé d'avoir une modification. Je pense que la question s'adresse à moi, mais vous pouvez aussi intervenir. En effet, ce qui est intéressant quand on lisait la presse là-dessus, c'est qu'ils disaient qu'ils ont dû reconstituer une base de données avec 140 000 sociétés. Donc en effet, il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, donc l'enquête est de 2021, donc l'obligation est issue de la directive en 2018, il y a quand même eu 2 ans de transposition, et en fait, c'est pas une disposition qui est facile à transposer, il y a quand même toute une question opérationnelle à mettre derrière. De fait, la Commission européenne, aujourd'hui, on entend le contrôle de la transposition de la 5e directive, on prend notre temps, on peut le dire, parce qu'on sait que ça a été un sujet qui a été très compliqué à mettre en place, notamment l'accès public. Et en effet, l'idée aujourd'hui, c'est que non, il ne faudrait pas que ça soit du papier. Il peut y avoir un peu des petites entraves, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est par exemple possible pour un État membre de mettre par exemple une redevance à l'entrée, mais ça c'est d'accord, mais l'idée c'est quand même que l'accès soit public, efficace, et surtout, alors ça on parle du public, mais le vrai sujet c'est qu'en fait, les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier, elles, doivent y avoir aucun sujet d'accès. Et donc en fait, là on a, comme le sujet par exemple de l'accès de CRF, c'est depuis 2015, donc le sujet est quand même mieux traité, on peut peut-être demander au directeur de Tracfin de voir dans quelle mesure eux l'utilisent et si c'est efficient, mais ce qui est sûr que pour l'accès public, aujourd'hui, il y a des difficultés, évidemment les journalistes l'ont montré, et j'ai même lu, on peut encore lire des papiers qu'aujourd'hui on n'est pas sûr, et enfin, c'est évident que ce travail journalistique puisse être fait sur tous les registres. Merci. Nous attendons d'autres questions. Monsieur le professeur. Merci. Liviu Popescu, professeur et avocat. J'aurais 2 questions très brèves. La première, j'ai entendu un nombre impressionnant des signalements à l'autorité chargée de lutter contre le blanchiment, mais j'aimerais savoir, parmi ce nombre énorme de signalements, combien étaient réellement fondés, donc dans combien de cas les soupçons étaient fondés, parce que de une, soit la plupart des signalements sont fondés, cela veut dire que les mesures de prévention sont inefficaces, soit le nombre des signalements fondés est très faible, et alors les vérifier, c'est une usine à gaz. Du point de vue juridique, je ne vois pas une autre logique. Et ma deuxième question vise quand même le respect des droits de l'homme. C'est un peu ma spécialisation. Je n'ai rien à voir avec la lutte contre le blanchiment d'argent. Par contre, j'aime beaucoup les droits de l'homme. Et j'aimerais savoir si, après une investigation qui vise les comptes
d'une personne, on fouille dans sa vie privée finalement, et la personne est totalement innocente, est-ce qu'elle est ou non notifiée de ce qu'elle a subi, et est-ce qu'elle a droit ou non à une réparation? Merci. Je crois que l'interpellation s'adresse au directeur de Tracfin. Mais bien sûr, mes collègues panélistes pourront contribuer. Vous avez buté sur le mot de délation, et vous avez raison, je pense que ça illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure, donc je le prends de façon tout à fait positive, c'est que une délation, le terme est un son trop fort, et en plus une connotation morale que je ne trouve pas adaptée à la matière financière, mais l'objet de ce régime juridique international, fondé il y a maintenant plus de 30 ans, je le disais tout à l'heure, c'est de faire que des professionnels assujettis, d'abord financiers puis non financiers, émettent des déclarations de soupçon. Et c'est ce qui, pour moi, fonde l'utilité, la défense et la promotion du modèle continental, c'est que ce ne sont que des soupçons. Un soupçon, c'est autre chose qu'une relation commerciale avec laquelle on est en désaccord, avec un client, un fournisseur, en concurrence, en compétition. Ça n'est pas une infraction, parce que sinon c'est une autre entité publique qui s'appelle la police et la justice en France, ou la gendarmerie nationale, qui doit être compétente. C'est un intermédiaire, une zone grise, dont on sait par l'expérience et le retour d'expérience, et ça n'est pas 30 ans, c'est plusieurs siècles, que c'est dans cette zone grise que des comportements fraudogènes favorisant le blanchiment de capitaux, dont on sait que le blanchiment de capitaux est le nerf de la guerre de toute la criminalité, soit qu'elle est l'objectif essentiel de la criminalité, le trafic de stupéfiants. Un trafiquant de stupéfiants n'a pas envie d'être botaniste, il a envie d'avoir des gains à l'issue de ce trafic-là, soit le vecteur. Si vous êtes terroriste, les attentats terroristes à Paris, par exemple, ceux de janvier 2015, ont coûté 25 000 euros. C'est pas très cher, hein, 25 000 euros pour faire un attentat. 80 000 pour ceux de la seconde séquence. Donc la question de savoir comment vous identifiez, vous traquez avec un élément de soupçon ce type de comportement-là, ça n'est pas moral, c'est quelque chose de tout à fait objectif. Et c'est tout à fait monitorer, contrôler, évaluer la pertinence de ces réglementations, ce que cela produit sur les professionnels assujettis, le coût que ça représente. Ça, du point de vue des entités publiques, on sait très bien que ces réglementations ont des coûts. Ça mobilise notre camarade panéliste Pascal sur ces questions-là. Faisant cela, il ne fait pas autre chose au bénéfice de son ordre. On sait bien que pour les établissements bancaires, ils ont déployé des systèmes d'information, de l'intelligence artificielle, notamment en France et dans les grands pays d'Europe de l'Ouest, pour pré-traiter toutes les données qui concernent, par exemple, les PPE, les personnes politiquement exposées, comme votre serviteur aujourd'hui. Dès qu'un mouvement suspect ou anormal arrive sur mon compte, ou part de mon compte bancaire, par exemple, à l'évidence, l'intelligence artificielle va le red flaguer dans les systèmes de compliance de ma banque commerciale. Tout ceci, l'utilité de ce dispositif, il est en permanence évalué. Ça, il n'y a pas beaucoup de systèmes normatifs internationaux qui a ce type d'évaluation permanente, hein, par des pairs en plus, pas par une organisation internationale qui vivrait de cette norme, mais par des pairs. Nous avons été évalués par des pairs et de façon, ça a duré 3 ans, ça a été assez intense, ça a mobilisé des dizaines de fonctionnaires, ça a été assez pénétrant, si je puis dire, et notamment ils ont adressé le point que vous avez porté, monsieur le professeur, c'est l'utilité in fine de ce dispositif. Vous en avez quelques éléments d'appréciation dans les chiffres qui figuraient à la fin de la présentation concernant Tracfin. 110 000 déclarations de soupçons. En produit de sortie, c'est plusieurs milliers de notes d'information qui sont adressées à l'administration fiscale ou à l'autorité judiciaire. À l'autorité judiciaire, ça dépend des années, c'est entre 5 et 600, 400, les années basses en période Covid. Ça, c'est l'utilité du travail. C'est que justement, une partie des soupçons ne sont parfois pas fondés, mais c'est normal. Quand un notaire ou un greffier de tribunal de commerce, un huissier de justice a un soupçon sur l'origine d'un fonds, il peut se tromper. Et justement, à aucun moment, sa responsabilité ne pourra être engagée si jamais il s'est trompé. À aucun moment, son client ne sera au courant de ce qu'il a fait une déclaration de soupçon parce que la confidentialité absolue s'appliquera à cette déclaration de soupçon. Et c'est ce qui me fait venir à votre second point, monsieur le professeur, qui sont l'équilibre des droits et le respect des normes qui s'appliquent à tous les assujettis, y compris, encore une fois, aux panélistes qui sont devant vous. Ils sont aussi juristes. Le mécanisme de Tracfin est un mécanisme qui est particulièrement suivi. 2 exemples. Le premier, c'est qu'évidemment, toutes ces normes en France sont essentiellement de niveau législatif, c'est-à-dire que c'est le processus d'élaboration de la norme législative en France avec les contrôles
qui sont a priori et a posteriori, notamment au plan constitutionnel, pour rebondir sur le propos du professeur de Tunisie à mes côtés, à ma gauche, contrôlés. Donc on ne peut pas rentrer dans le champ de cette loi sans que la loi le prévoie. Ce n'est pas la décision du directeur de Tracfin qui décide de faire rentrer tel type d'assujetti ou tel type de population à son contrôle. Deuxièmement, l'organisation du service fait qu'il y a un contrôle, notamment pour les actes les plus intrusifs, notamment lorsque je suis amené à signer, malheureusement tous les jours, des signalements que le Tracfin fait, cette fois-ci à l'autorité judiciaire, au procureur. Il y a un verrou par un conseil juridique qui est forcément un magistrat de l'ordre judiciaire au sein du service. Ce signalement, il est totalement confidentiel. Il n'y a pas de signalement de Tracfin qui finisse dans la presse. Et ensuite, c'est l'autorité judiciaire qui est libre de décider d'ouvrir une enquête ou de ne pas ouvrir une enquête. Je ne saisis pas la justice. C'est la justice qui se saisit, si elle le veut, si elle le souhaite. Par construction, le mécanisme français, vous voyez, ne fait pas de Tracfin, fait de Tracfin évidemment un collaborateur de l'autorité judiciaire, mais comme un autre service administratif, pas plus, pas moins. Tant et si bien que les personnes qui sont, entre guillemets, suspectées par le service après avoir été elles-mêmes suspectées par leur avocat, leur banque, leur notaire, leur agent sportif, elle ne subit pas de mesures intrusives à sa vie privée parce que le service, il n'a pas de prérogative pour pénétrer la vie privée. C'est l'autorité judiciaire qui peut, sur certaines mesures, décider de placer les personnes en garde à vue. Donc les atteintes à la vie privée des personnes qui sont dans les enquêtes conduites par le service ils sont au plan juridique dans la même situation qu'un administré vis-à-vis de l'administration fiscale qui subit un contrôle fiscal qui est déclenché après un travail préparatoire. Eh bien, le travail de Tracfin, il se situe dans cette phase préparatoire au contrôle fiscal, pour prendre cette analogie en matière fiscale. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment précis ou suffisamment clair, mais je suis à votre disposition à la suite pour poursuivre cet échange, monsieur. Oui, peut-être en complément, il faut mettre les choses aussi en perspective, par exemple pour notre profession. On a parlé de 1075 déclarations de soupçons. Nous recevons 4 millions de formalités par an. Donc l'important, ce n'est pas de faire de la quantité, c'est de voir ce qui se passe. Alors, comme nous sommes dans une juridiction, nous, on a un article qu'on appelle l'article 40 du Code de procédure pénale qui demande à toute autorité constituée de signaler au procureur de la République un délit. Donc quand nous avons un délit qui est constitué, nous avertissons le procureur de la République. Premier cas. Deuxième cas, on n'a pas de délit, mais on a quand même quelque chose d'atypique sur le plan local. Je vais vous donner un exemple qui a été permis à Tracfin de faire une approche nationale et déboucher sur un sujet qui était plutôt positif. C'est qu'un greffier a remarqué qu'en un temps assez réduit, une communauté d'origine étrangère a créé plein de sociétés au même endroit. Ce n'est pas un délit, mais c'était un atypisme local. Ce signalement, cette déclaration de soupçon, où il n'y avait pas de délit constitué, a permis à Tracfin de faire des recoupements, parce que si plusieurs greffiers de France ont fait la même remarque, eh bien on est tombé sur un réseau de plusieurs sociétés, un nombre assez élevé, très élevé même. Donc, vous voyez, ce qui compte, ce n'est pas le nombre, c'est la pertinence. Alors, le greffier, article 40, la déclaration de soupçon, et de temps en temps, il fait les deux à la fois. Parce que le délit qui est constitué là, si on le refait remonter au niveau national, on va pouvoir taper sur des réseaux. Parce que vous comprenez qu'on est dans la numérique. Donc quand quelqu'un a fait une fausse identité quelque part, c'est important de le centraliser quelque part pour qu'on puisse agir au niveau local. Ça répond peut-être à votre question. Je ne sais s'il y a d'autres questions. Nous sommes près de la limite de temps. Oui, on prend une autre question. J'ai une question liée à les cryptos, car elles posent des risques, spécialement le blanchissement d'argent. Quels sont les outils pour diminuer le risque et pour transparentiser le procès? Je vous remercie beaucoup pour votre question. Alors, en effet, les cryptoactifs, on dit qu'ils sont pseudo-anonymes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, elle n'est pas directement accessible, mais on peut la retrouver. Donc, en fait, on considère que les cryptoactifs, ils doivent être traités, ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, de la même façon qu'un autre moyen de paiement, de transfert de fonds. Donc, aujourd'hui, on va aller
faire en sorte que quand il y a un virement de cryptoactifs donc entre deux plateformes, ou enfin de crypto à crypto, de crypto à monnaie fiat, donc monnaie plus classique, on va demander à ce qu'aujourd'hui il y ait une identification de la clientèle qui soit faite. Donc identification et vérification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pareil que quand je vous expliquais tout à l'heure, vous devez, quand vous rentrez vos identifiants sur la plateforme de crypto que vous allez donner votre identité, puis vous allez donner une pièce d'identité pour bien prouver que vous êtes bien la bonne personne. Ça, c'est la première chose. Identification et vérification. Aujourd'hui, il y a un autre outil qui s'est ajouté, ce qu'on appelle la travel rule. Et en fait, on demande en fait que les informations soient transmises tout au long de la chaîne de paiement. C'est-à-dire que quand vous faites un virement, en fait, le donneur d'ordre va transmettre ces informations au bénéficiaire. Et en fait, le bénéficiaire doit aussi vérifier que les informations transmises sont bien les bonnes. Aujourd'hui, il y a un débat, pour rien vous cacher, sur à quel montant on va demander que cette travel rule s'applique. Nous, on a proposé 1 000 €, les débats sont en cours. Mais voilà, aujourd'hui, pour en fait enlever un peu les risques sur les cryptoactifs, c'est avant tout une question d'anonymisation, donc c'est avant tout une question de transparence financière, et donc en fait, on essaie d'accentuer la connaissance et la traçabilité. Merci. S'il y a d'autres questions, nous sommes près de... Le chat, non. Ah oui? Et comment on fait? Oui, vous pouvez le lire parce que je ne le vois pas. Donc, concernant une question qui a été sur les messages des personnes qui assistent en ligne, on a une question sur la responsabilité des avocats dans le cadre spécifique du registre des bénéficiaires effectifs, ou responsabilité des avocats ou des agents qui s'occupent de ce registre. Un des enjeux que je n'ai pas exprimé tout à l'heure est un enjeu majeur, c'est à partir du moment où on a une diffusion des registres légaux et on a des assujettis, eh ben, il peut y avoir des divergences dont connaissance les assujettis. Et tous les assujettis doivent signaler des divergences. Ça fonctionne, nous en avons déjà reçu plusieurs milliers et nous les traitons. Et donc c'est un dispositif qui monte en puissance, donc y compris des avocats, etc. Et bien sûr tout ça fait l'objet d'une confidentialité totale. Merci. D'autres questions? Nous sommes près de la limite de temps dédiée à ce panel. Si nous n'avons pas d'autres questions, donc je remercie aux panélistes, aux intervenants, et je vous invite à une pause café, et après ça, on va continuer avec le deuxième panel. Merci.